Au tout début, ce que peut-être les débutants ne comprennent pas, c'est que le métier d'accompagnant, alors on va dire coach ou thérapeute, pour moi, alors c'est difficile de donner des pourcentages, mais on va dire, pour moi c'est peut-être, allez, 70%, c'est de l'observation et de l'écoute active. Dans ce que tu décris, c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'il y a effectivement une part de connaissance, une part d'identification où on va imager, on va créer effectivement des schémas dans sa tête. Salut Gilles, comment ça va? Très bien, et toi, Eh Benjamin? ben, écoute, super bien. Merci aujourd'hui d'être là pour pouvoir faire cette interview en commun. C'est un vrai plaisir. C'est super cool. En plus, autour d'un thème qui devrait certainement plaire à beaucoup de monde, puisque la thématique, c'est les secrets de la PNL pour révéler tout ton potentiel, mais aussi celui de tes clients en tant qu'accompagnant, en tant que coach. Allez, Voilà. j'ai hâte. C'est parti. Avant de débuter cette interview, je propose que tu te présentes. Ouais, Pour commencer. alors je vais me présenter brièvement, puisque Ouais. je pense que la pulpe de cette interview, la valeur, elle est au-delà. Donc moi, brièvement, je suis un passionné de développement humain, potentiel humain. J'adore la psychologie humaine depuis très longtemps et j'ai à peu près 12 ans d'expérience dans cette discipline. Ouais, c'est une expérience quand même relativement significative, puisque 12 ans d'expérience avec de l'accompagnement en cabinet. Exactement. En fait, j'ai eu une phase de full-time cabinet à peu près au moins 5 ans. Bien avant, j'avais commencé avant peut-être qu'on en parlera, je sais pas, des travaux, on va dire, sur moi. J'étais mon propre cobaye pendant au moins 2-3 ans aussi. Et je suis toujours mon propre cobaye. Et après, j'ai ouvert en parallèle mon organisme de formation. Et là, l'idée, c'est vraiment de donner aux coachs des outils, une boîte à outils concrète qu'ils peuvent appliquer dans leur séance pour améliorer la qualité de leur séance. Ouais, c'est vrai que c'est hyper important, ça, de commencer par soi. Tu as tout à fait raison. Ça fait partie des prérequis, tu penses, d'ailleurs, dans le métier de coach? En fait, c'est une grande question. Est-ce que ça fait partie des prérequis? On va dire il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent, et ils ont raison, que finalement, en fait, l'important, c'est l'autre. Et peu importe, on s'en fout presque on va dire, du travail sur soi. Et tu as l'autre école qui dit plutôt, il faut absolument travailler sur soi, etc. Moi, je pense que la vérité, en vrai, elle est entre les deux. C'est-à-dire que si tu fais pas un travail sur toi, c'est sûr que quand tu vas appliquer des techniques ou quand tu vas appliquer des protocoles, il manquera quelque chose. Ou quand tu vas donner des instructions, peut-être que ce ne sera pas assez incarné. Ouais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le risque aussi, c'est de ne pas comprendre la portée de tes outils. Par exemple, dans mes formations, je parle beaucoup d'homéostasie, d'écologie, écologie du changement. Complètement. Et ces choses-là, si tu ne les as pas vécues de l'intérieur, tu ne comprends pas les limites que tu peux atteindre en tant qu'être humain. Oui. Tu vois, ce moment où tu arrives et tu dis oh, mais en fait c'est en train de changer trop, ou c'est trop pour moi, ce moment-là, si tu l'as vécu, et même si tu l'as vécu beaucoup de fois dans ta vie, ça va t'aider énormément à comprendre les limites et ensuite d'adapter ton rythme à l'autre. Effectivement, donc expérimenter quelque part, ça permet de comprendre ce que le client vit et du coup d'adapter la façon dont on va agir avec lui pour pas trop le perturber, quoi. Ouais, et en même temps, du coup je fais l'avocat du diable, il y a aussi un danger à ça, c'est de vouloir trop s'identifier, on va dire, à l'autre. Et ça, c'est un danger très fort dans le coaching et dans l'accompagnement. Complètement. Voilà, dans une autre vidéo, j'expliquais que par exemple, si tu coaches un sportif de haut niveau, en fait, tu n'as pas besoin d'être sportif de haut niveau pour pouvoir le faire performer. Et ça, c'est hyper important de comprendre. Par exemple, moi, j'ai un gros réseau de coachs et de thérapeutes. Et dans ces coachs et thérapeutes, il y en a, par exemple, qui fument des cigarettes, mais qui sont très forts à accompagner des gens pour arrêter de fumer. Et ce truc-là, il est hyper perturbant parce que finalement, tu peux faire ça. C'est-à-dire, si tu es très bon pour aider quelqu'un et que tu fumes, et donc ça, c'est l'autre école. On va dire, so what? Quel est le problème? Tu vois? Ouais, complètement. C'est vrai que l'important, c'est de comprendre le mécanisme, quoi. Ce serait ça, ouais. Peut-être que si tu vises la finalité, je veux aider mes clients, alors peu importe que tu fumes, que tu boives, etc. Ça. Après, évidemment, il y a des limites à ça, quoi. Complètement. Ouais. Alors, une première question pour pouvoir débuter l'interview. Comment, finalement, la programmation neurolinguistique, elle peut aider les coachs à comprendre les besoins des clients? Comment ça peut nous aider, en tant que coach, à comprendre les besoins et surtout à vraiment les identifier et les accompagner sur ces besoins? Très bonne question. Je dirais, en fait, dans la PNL, tu as PNL. Le dernier, c'est le L qui signifie la linguistique. En fait, c'est l'étude du langage, c'est l'étude de la sémantique, l'étude du sens aussi des mots finalement et des phrases. À travers le langage, tu peux assez facilement remonter aux perceptions. C'est-à-dire, la personne, normalement, va te parler,
Donc ça se fait verbalement. Et à travers ça, via les mots qui sont utilisés, via l'intonation, via les émotions, tu peux commencer à attraper des informations qualitatives. Et c'est pour ça que moi je recommande à toute personne qui fait du coaching de au moins faire un minimum de PNL, parce que grâce à ça, tu vas familiariser, tu vas entraîner ton oreille à écouter des mots, tu vas écouter l'ordre des phrases, tu vas écouter le sens, et quand tu as encore plus d'expérience, même le sous-sens. C'est comme si tu avais des sous-titres au bout d'un moment qui t'appelaient, qui clignotaient quand quelqu'un te parle. Et à base de ça, tu peux remonter aux perceptions. Un exemple très concret, un des chapitres de la PNL, ce sont les accès oculaires, donc en fait les yeux. Par exemple, tu es avec un client, il te parle et tu vois qu'il est là-haut. Donc toi tu connais, pour ceux qui n'ont pas fait de PNL, quand la personne monte les yeux au ciel, soit d'un côté, soit de l'autre côté, elle est dans l'imagerie mentale. Image, est en train de créer de l'image. Et à partir de ça, par exemple, si la personne te dit « je sais pas, je suis stressé » et qu'elle bloque son regard là-haut, tu peux lui dire « mais vous voyez quelque chose ? Est-ce que vous avez accès à une représentation ?» Et alors là, la personne peut dire oui ou non, ça dépend à quel point elle en est consciente. Et elle peut te dire « mais oui, tout à fait, je vois une scène ». Et en fait, grâce à la PNL, tu peux savoir que la personne, c'est peut-être quelque chose de visuel qui lui fait peur. Complètement, c'est vrai. Donc on voit que pour comprendre les besoins, il y a besoin, pour nous en tant que coach, de savoir écouter, mais de savoir observer. Complètement. Et d'être attentif aux signaux qu'on peut juger faibles ou anodins comme ça pour le commun des mortels. Ouais. Mais en tant que thérapeute ou en tant que coach et d'accompagnant, c'est hyper important de savoir vraiment écouter et extraire le jus, le substrat le plus important de ce que nous dit le coaché. Ouais, tout à fait. En fait, au tout début, ce que peut-être les débutants ne comprennent pas, c'est que le métier d'accompagnant, alors on va dire coach ou thérapeute, pour moi, alors c'est difficile de donner des pourcentages, mais on va dire, pour moi c'est peut-être, allez, 70%, c'est de l'observation et de l'écoute active. Parce que quand tu vas faire une séance, ou quand tu vas faire un protocole, ou quand tu vas intervenir, tu te sers, tu le fais pas au hasard. Tu le fais en fonction des données, entre guillemets, des informations que tu as recueillies. Et ces informations-là, comme tu l'as dit, donc il y a le non-verbal, il y a le paraverbal et le verbal. Le verbal, c'est le contenu. Le paraverbal, c'est si j'ose la voix, c'est du paraverbal. Si je me mets à chuchoter, c'est du paraverbal. Et en fait, tu as différentes strates et sous-strates de communication. Donc, et ensuite, tu as le non-verbal, c'est le positionnement du corps. Peut-être qu'on en parlera un petit peu après. La position, si je suis comme ça, si je suis comme ça, si je suis comme ça. En fait, ça, c'est le non-verbal. Donc, tu peux avoir une triple grille d'écoute. C'est pour ça que c'est pas facile. Hein. Donc, une première grille où tu vas observer le non-verbal. Une deuxième grille de lecture où tu vas écouter le contenu, les mots qui sont utilisés. Et une troisième grille, l'intonation ou l'émotion dans un mot, par exemple. Complètement. Effectivement, c'est vrai que pour avoir suivi tes formations et pour être coach moi aussi, c'est vraiment des éléments qui sont primordiaux et j'avoue que moi d'avoir cette connaissance-là dès le départ, ça m'a beaucoup aidé dans la compréhension parce que déjà sur soi on apprend beaucoup, sur son propre mode de fonctionnement, mais sur les autres c'est aussi assez édifiant, effectivement, ça a été énormément. Merci pour ces premiers éléments. La deuxième question que je souhaitais te poser, c'est d'après toi, qu'est-ce que la PNL a comme avantage, ou qu'est-ce qu'elle nous apporte de plus que d'autres techniques, d'autres méthodes de développement personnel qu'on peut trouver, qui existent et qu'on peut trouver sur le marché? Ouais. Il y a sûrement plein d'autres techniques, et moi-même, je grappille dans plein de courants, on va dire. Moi, ce que personnellement j'aime beaucoup avec la PNL, c'est que c'est super bien structuré. Donc j'ai fait l'interview, regardez sur ma chaîne, j'ai fait l'interview de Richard Bandler, qui est donc le co-créateur de la PNL, programmation neurolinguistique, et je lui ai demandé la différence entre la PNL et l'hypnose, et en fait il avait cité, alors j'espère que je ne vais pas tordre ce qu'il a dit, mais en gros il disait, la plupart, alors je le traduis, hein, la plupart des PNListes sont extrêmement méthodiques, et la plupart des hypnotiseurs ne le sont pas. Ouais. Extremely methodical and most hypnotists are not, quelque chose comme ça. Et en fait c'est ça que j'aime beaucoup dans la PNL, c'est que c'est super bien structuré. Ça doit être le côté un peu mathématicien de Richard Bandler qui donne ça. En fait, il a pris les modèles de langage et il les a éclatés pour avoir comme des boîtes dans lesquelles il range les choses. Et en fait, cette perception-là, elle te permet de comprendre ce que tu fais, comment tu le fais, pourquoi tu le fais, avec le timing. Et en fait, je pense que ça, la PNL, par exemple, beaucoup de gens disent « ouais, mais en fait, l'hypnose, c'est mieux que la PNL ». Mais je pense que quelqu'un
un bon PNListe, je pense qu'il est largement meilleur qu'un hypnotiseur moyen parce qu'il va avoir justement un bon timing, qu'il va savoir quoi utiliser, quand, à quel moment. Et voilà pourquoi j'adore la PNL. Il y a une grande part. Dans ce que tu décris, c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'il y a effectivement une part de connaissance, une part d'identification où on va imager, on va créer effectivement des schémas dans sa tête quand on est coach. Hein. Enfin, moi personnellement, j'avoue, j'ai des diagrammes qui se créent quand je coach. Design thinking. Mais c'est ça. Et après, il y a une grande part d'intuition par rapport à ce qu'on connaît et ce qu'on va ressentir. Il y a une grande part d'intuition qui entre en jeu. Alors, en fait, l'intuition, c'est un mot qui, pour moi, il grince un peu parce que si tu veux, alors déjà l'intuition, en fonction de tes croyances, tout le monde ne range pas ça dans la même rubrique. Complètement. Tu vois, il y en a qui vont avoir peut-être pas la même représentation, le même sens que moi j'y mets. Tout à fait. Alors, je vais donner ma définition de l'intuition. Pour moi, l'intuition, en fait, c'est une somme de centaines minimum ou milliers d'informations que tu vas capter, qui va être compilée à un niveau inconscient, qui te donne un ressenti de quelque chose. Mais, et c'est là où c'est très dangereux, en fait, l'intuition, elle doit être développée selon moi. Beaucoup de gens disent, par exemple, oui, je suis intuitif, donc j'ai fait ça. Mais en fait, il y a un danger pour moi à faire ça. C'est de croire que ton intuition, elle sait tout. Tu vois, comme si c'était un truc, omniscient. Et franchement, si tu prends un tout petit peu de recul sur la vie, que tu observes, toi, tes potes, ou des potes de potes, ou n'importe qui, enfin, je veux dire, qui était persuadé que c'était l'homme de sa vie, puis finalement, c'est le divorce 6 mois plus tard. Enfin, alors qu'à un instant T, c'est « waouh, je suis sûr de moi ». Tu vois. Ouais, c'est vrai. Pareil pour un job, pareil pour… Donc, à un moment donné, désolé si je heurte des gens ici, mais en fait, moi, je préfère le voir comme apprendre justement à capter des informations, apprendre, et c'est pas facile, à se remettre en question, et en fait, avoir un système, on va dire, infini d'incrémentation. Complètement. Où à chaque fois que tu fais des erreurs, tu dis ok, pourquoi j'ai fait cette erreur, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que ça vient de moi, est-ce que ça vient pas de moi. Et en fait là tu commences à apprivoiser ton intuition et là tu forges ton intuition. Moi je vois ça plutôt comme ça. En mode retour d'expérience, systématiquement te dire bon là je me suis planté, pourquoi, qu'est-ce que j'ai ressenti, quelle décision j'ai prise en face, et là du coup de savoir te dire la prochaine fois je vais mettre en place quelque chose qui me permettra de faire différemment. Ouais. Je te donne un exemple hyper concret, alors on va prendre un cas un peu extrême, mais moi, à un moment donné, j'avais fait un accompagnement, il y a des années, de quelqu'un qui avait des problèmes de jeu de grattage. Mais si on allait voir son intuition à un instant T, elle lui dit d'aller au tabac, reprendre un truc pour gratter. Ouais. Donc en fait, si on fait pause dans le temps et qu'on vient zoomer à cet endroit-là, il va dire « mais je sens, ça y est, c'est la bonne ». Mais en fait, c'est la bonne de rien du tout, puisqu'après il perd, et il est encore plus endetté, et du coup il va se refaire. Donc en fait, à ce moment-là, si on identifie l'intuition dans des moments comme ça, je pense qu'on trouverait que l'intuition, elle se trompe dans plein de moments. Complètement. Et donc c'est important, en tant qu'accompagnant, de se dire aussi, justement par rapport à l'intuition, que c'est important de gratter ce qu'il y a derrière, et de savoir toujours aller à l'essence même de ce qui se passe dans le coaché, et même en nous-mêmes parfois. Ouais, aussi. Complètement. Super. En tant que formateur et maître praticien aussi en PNL, on sait que la programmation neurolinguistique, c'est un outil vraiment décrit bien souvent comme quelque chose de puissant. Et toi, avec l'expérience que tu as, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret de la manière dont justement ça peut augmenter l'efficacité des coachings? Ouais. Alors tout à l'heure, je donnais l'exemple par rapport aux accès. Ouais. Ensuite, un deuxième exemple très concret, un peu issu de ça, c'est tu vas prêter attention une fois de plus au langage ou au non-verbal. Et parfois, tu vas remarquer que les gens, ils ont plutôt des accès sur les côtés ou en bas ici. Et en fait, en cherchant encore plus d'informations, tu vas te rendre compte que ces personnes-là, elles agissent à un niveau plus du monde de l'auditif, de l'audition, ou au moins à un instant T. Et en fait, à base de ça, tu peux aller chercher et poser des questions très précises pour aller recueillir des informations. Par exemple, les gens qui vont être plus dans l'auditif, donc avec les yeux plutôt par là ou de l'autre côté, par là, ces gens-là, ils peuvent avoir par exemple des phrases, soit qu'ils se répètent eux-mêmes, soit qu'on leur a dit, soit un mix des deux, c'est-à-dire dans l'enfance ou l'adolescence, on leur a répété des choses, ensuite ils se sont répétés encore et encore, et à la fin, ça passe dans le monde de l'inconscient, ils n'en ont pas conscience, et ils ont l'impression que cette phrase vient d'eux. Et ces gens-là, ils peuvent être victimes, on va dire, de mantras. Tu vois, c'est-à-dire, je me parle à moi-même, et en fait, ils sont finalement hypnotisés par ça. Ils sont hypnotisés par des mantras,
par des phrases qui se répètent et qui les limitent. Complètement. C'est là qu'on entre effectivement dans les croyances, le système de croyances, de la limite qui va te freiner. Et parfois, effectivement, il y a des gens qui sont accompagnés par une petite voix qui leur suggère des choses qui sont pas très sympas et qui, effectivement, leur permet pas d'avancer, quoi. Exactement. Soit qui leur suggère des choses pas sympas, soit qui leur dit, voilà, tu es une crotte, tu es une merde. Ensuite, il y a tout ce qui est tu n'es pas capable de, une fois qu'ils l'ont trop entendu, ils se le réapproprient et ça donne je ne suis pas capable de. Ou ceci n'est pas possible, cela n'est pas possible, ça, virgule, ce n'est pas pour moi. Et en fait, en forgeant une fois de plus son oreille, on peut entendre et repérer ce genre de trucs pour aller ensuite, par exemple, le questionner. Vous dites que ceci n'est pas possible pour vous, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ou vous avez dit que c'était pas possible pour vous ou que c'était pas accessible pour vous, mais comment vous le savez? Donc, comment vous le savez? D'où ça sort? Enfin, tu vois, tu as plusieurs questionnements par rapport à une même phrase, on va dire un peu stupide, un mantra stupide, dont les gens sont hypnotisés par ce truc, et on va aller le re-questionner. Donc on va sélectionner la phrase en observant que c'est une limite, une limitation, je n'arrive pas à faire ceci, je suis bloqué parce que je n'ai pas le droit, je ne mérite pas, peu importe. Et tu fiches ça et tu viens re-questionner cette phrase-là à base de quelque chose qui se raconte. Effectivement, tu as dit quelque chose qui, pour moi en tout cas, est hyper important et qu'on apprend justement à travers des formations que tu proposes. C'est que bien souvent, quand quelqu'un a une problématique, on a tendance à vouloir s'accrocher au pourquoi. Et on apprend en PNL qu'il y a une question bien plus puissante, c'est de comprendre comment les gens fonctionnent et qu'est-ce qui les amène là. Et finalement, poser la question du comment, c'est bien souvent plus puissant justement. Et ça fait partie des astuces et des clés qu'on apprend avec la programmation neurolinguistique. Ouais, exactement. En fait, alors, le pourquoi est une question hyper importante, mais pas n'importe quand. C'est ça. Voilà. Par exemple, si une personne te dit mais vous savez, monsieur Garnier, je ne suis pas capable, si tu dis à ce moment-là pourquoi, en fait, le pourquoi il amène quoi? Il amène une justification. En fait, il amène un parce que. Donc si la personne te dit je ne suis pas capable, tu lui dis pourquoi, il va chercher une justification qui fait qu'il n'est pas capable. En fait, il va trouver plein d'éléments de preuve qui te prouvent qu'il n'est pas capable. Donc en fait, à ce moment-là, si tu lui dis pourquoi, c'est hyper dangereux et limite, t'aggraves le problème. Parce qu'il va te sortir toutes les preuves et il va te les montrer, tu vois. Regarde, je ne suis pas capable, regarde, c'est pas possible. Et en fait, malgré lui, il va vouloir te le prouver. Donc en fait, à ce moment-là, il ne faut surtout pas demander pourquoi, mais plutôt le re-questionner. Qu'est-ce qui fait que? Et ensuite, il y a le comment. En fait, le comment, elle amène plutôt un processus, finalement. Tu vois, par exemple, la personne te dit « je ne suis pas capable ». Ok, comment est-ce que vous en avez déduit que vous n'étiez pas capable? Là, tu vas aller attraper peut-être un process qui est avant. Donc en fait, elle va t'expliquer un peu la structure de sa pensée qui fait qu'elle croit que. Donc en fait, tu n'as pas du tout la même... t'as pas du tout les mêmes retours d'informations. Et le pourquoi, alors je ne sais pas si on aura le temps, je pense qu'on a d'autres choses à dire, mais le pourquoi, il sera intéressant en plus sur quand tu vas parler des valeurs, ou quand tu veux, tu vois, quelqu'un a un projet, tu vas lui dire, ok, pourquoi est-ce que vous voulez faire ça? À ce moment-là précis, c'est hyper intéressant, parce que tu vas aller voir des valeurs, identifier des valeurs, le fameux why, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les gens font, et à ce moment-là, précis, pourquoi est une très bonne question. Effectivement, c'est un élément de motivation qui est essentiel, mais comme tu le précises, c'est pas forcément face à des problématiques bien ancrées, mais ça va plus être pour vraiment trouver la motivation et le carburant pour aller vers un objectif. Complètement. Là, effectivement, le pourquoi et les valeurs sont des éléments clés pour pouvoir Tout à fait. Guider, l'accompagner vers son chemin. Donc souvenez-vous, petite astuce, pourquoi on va chercher une justification ou des preuves qui font que. C'est ça. Et comment, plus un processus. Tout à fait, voilà. Effectivement. Alors, pour les coachs qui seraient éventuellement plus novices, d'après toi, si tu avais 3 clés essentielles en matière de PNL, à leur dire c'est ces éléments-là qu'il faut vraiment avoir en tête et maîtriser quand on se lance ou quand on veut performer en tant qu'accompagnant, pour toi, ce seraient lesquels, les 3 éléments clés? 3, ça fait pas beaucoup, mais disons vraiment pour les débutants, alors première clé, je dirais, être plus attentif déjà au non-verbal. C'est-à-dire la posture, la gestuelle, tous les éléments. Déjà, ça, c'est une des premières astuces importantes. Être conscient du non-verbal.
Je te donne un exemple concret. Une fois, je faisais une séance à quelqu'un, donc c'était il y a des années déjà. Et en fait, la personne, je commence à faire ce qu'on appelle l'anamnèse, donc c'est le recueil d'informations, on va dire. Et très rapidement, la personne donc, se met comme ça sur son siège, avec les jambes écartées comme ça, et les mains comme ça. Et il me parlait comme ça. Et en fait, à ce moment-là, je pense pas qu'il avait conscientisé ça. Je pense qu'en fait, il était juste joué de ses émotions, et qu'en fait, à ce moment-là, il était en position, donc on va dire, plutôt d'attaque. et en fait, ces éléments-là, donc c'est du non-verbal, et peut-être, certains débutants peuvent passer à côté de ce genre de choses. L'idée, c'est de simplement, entre guillemets, identifier, alors, à un instant T, on va dire une ligne de base, c'est-à-dire, quelle est la ligne de base de mon interlocuteur, et à quel moment, entre guillemets, il bifurque de cette ligne de base. Et ce conseil-là, il est pour les débutants, mais même pour les gens intermédiaires et même expérimentés, voire très expérimentés. C'est-à-dire, à quel moment la ligne de base a bifurqué et pourquoi. Donc ça, c'est une première astuce. Et donc, astuce dans l'astuce, donc quand la personne est comme ça, elle est plutôt, on va dire, en confrontation, en mode combat. C'est les fameux 3 F. Hein, c'est ça. Fight, flight, freeze. En français, francisé, ce serait fuir, frapper, figer. C'est ça. Voilà. Les réactions face au stress, face à la peur. Voilà, exactement. Et donc déjà, décoder le non-verbal. Si la personne, et ensuite pouvoir adapter, ça c'est peut-être le niveau d'après, mais quand même pour les débutants, ils sont capables de le faire, c'est ensuite adapter peut-être son propre non-verbal. C'est-à-dire, tiens, je repère que cette personne, elle est en mode combat. Ok, est-ce que je vais en mode combat, et ça fera un combat de coq, ce qui est possible, ou alors, je repère qu'il ou elle est en mode combat, et dans ce cas-là, je vais plutôt être cool. Mais volontairement. Ouais. Personnellement, j'avais opté pour cette option-là. C'est-à-dire la personne était comme ça, et là j'ai fait, ok, là il est vraiment en mode fight. Je me suis dit, on va laisser la pulpe redescendre. Et dès qu'il était commencé à redescendre, c'est là où j'ai commencé à lui poser des questions, on va dire d'introspection, et c'était trop tôt avant. Oui. Il faut vraiment attendre qu'il y ait le changement de physiologique quelque part pour pouvoir dire, allez, maintenant c'est le bon moment, parce que jusque-là, de toute façon, il n'était pas apte à recevoir le message. C'est ça. C'est comme, si pareil, ceux qui font de l'hypnose, par exemple, c'est pas le moment de faire une induction à ce moment-là. Il faut juste que la personne soit en condition, on va dire. Et quand elle change son non-verbal, ça lui change ses pensées, ça change son ressenti. Et voilà. C'est quelque chose qu'on observe effectivement souvent lors des coachings. Les personnes qui sont en résistance, et c'est effectivement important de le détecter pour pouvoir lui permettre d'être dans la phase d'acceptation du processus et qu'elle se dise, cette personne, oui, je suis prête. C'est le moment. Et effectivement, l'observation est hyper importante. Et oui, il y a de la programmation neuro-linguistique, mais l'observation est un processus hyper important. D'ailleurs, que ce soit en hypnose ou en PNL. Tous les petits traits... Complètement. Ultra important. Deuxième astuce, et voilà, et le niveau supérieur, entre guillemets, c'est justement de repérer plus rapidement, plus finement, et justement savoir, après, il y aura une question, je pense, avec l'expérience, vient aussi le timing, c'est-à-dire à quel moment tu fais les choses, et ça, c'est que l'expérience qui te donnera ça. Tu vois, là, comme si ton intuition te disait, ok, c'est pas le moment, ok, j'attends encore un petit peu, ok, il est encore un peu fermé, ok, go, c'est le moment, tu vois. Deuxième technique, ce serait donc, on va dire, entre guillemets, l'anamnèse. Donc l'anamnèse, c'est ta capacité à prendre des informations. Et là, je donnerais donc une technique, on va dire, le hack ultime, c'est simplement d'être très curieux. C'est ça. Donc en fait, si tu arrives à switcher, et ceux qui font de la PNL, peut-être faites-vous des ancrages pour switcher dans ce mode. En fait, si tu arrives à switcher de mode en tant que coach, dans un mode curiosité, mais vraiment au sens le plus noble du terme, pas, tu vois, pour aller être comme ça, trouver... Non, juste vraiment dans le sens noble du terme, la curiosité. En fait, la curiosité amènera quasiment mécaniquement de la synchronisation, de l'écoute active et plein de choses. Donc en fait, c'est la porte d'entrée qui te permet d'arriver dans un état propice à recueillir correctement des informations. Complètement. Et ça, même au-delà d'ailleurs de... Ça, je parle personnellement. Hein, au-delà, effectivement, des accompagnements, ça fait partie des clés qui, pour moi, en l'apprenant, ont été les plus essentielles, j'allais dire, même dans ma vie, au-delà. Parce que d'apprendre à écouter, apprendre l'écoute active, apprendre la synchronisation, et ben, ça permet vraiment au quotidien de se rendre compte que jusque-là, on était passé à côté de plein de choses dans notre vie. Et que effectivement, ben, on n'était pas forcément très à l'écoute ou très attentif aux messages que l'autre pouvait nous apporter. Et parfois, en étant en confrontation plus qu'en synchronisation,
le message peut tout simplement pas se transmettre de l'un à l'autre, et c'est pour ça qu'il y a des oppositions. Complètement. Et c'est très important en tant qu'accompagnant, du coup, d'être vraiment dans une phase d'accompagnement avec les choses s'imbriquent, et pour ça, la synchronisation, c'est essentiel, effectivement. Donc on passe par la curiosité, qui amène la synchronisation, qui amène l'ouverture, et en fait c'est ça que les gens vont sentir. Ils vont dire, ok, lui ou elle, je peux lui faire confiance. Et c'est là où justement ton anamnèse, elle gagnera en rapidité, en efficacité, en tout ce que tu veux, de par cette curiosité, on va dire. Complètement. Donc la curiosité, un point essentiel. Exactement. Tu veux une autre astuce, c'est ça que tu veux? Une autre astuce de tonton? Allez, une autre astuce de tonton. Je sais qu'il en a plein, mais il y en a plein. Autre astuce, alors c'est une technique un peu particulière. Moi, j'adore cette technique et je pense que tu m'as déjà vu la pratiquer plusieurs fois. C'est de tout voir chez ton client comme une réussite. Peu importe ce qu'il fait. Je m'explique. Si ton client, il est stressé, il te dit « Monsieur Garnier, je suis hyper stressé en ce moment », en fait, il faut que tu arrives à voir son stress comme un processus de réussite. Si elle angoisse, pareil. Et c'est contre-intuitif, mais il faut arriver à retourner le truc pour te dire « Ok, en fait, son stress, c'est génial, je veux savoir comment il ou elle réussit à faire. » La personne angoisse, super. Comment est-ce qu'elle réussit à angoisser? La personne n'arrive pas à prendre de décision, génial, vous réussissez à ne pas prendre de décision. Et en fait, tu vois tout comme une réussite, et je pense que c'est quelque chose qui chamboule complètement la vision, non seulement du coach, qui est le point d'entrée principal, on va dire, et ensuite chez l'autre, c'est hyper particulier de recevoir cette question, puisque souvent le coaché, en fait, il voit ça comme, entre guillemets, quelque chose de mal, il en souffre, hein, attention, mais d'un coup, on lui dit, mais c'est super, comment tu réussis à faire ça? Donc ça, c'est une technique que vous pouvez rajouter dans votre besace à technique, voir tout comme une réussite, et certains vont peut-être dire, oui, mais tu peux pas appliquer ça à tout. Eh bien si, moi j'ai même pratiqué cette technique, donc, comme j'ai fait beaucoup de cabinets, même sur des crises d'angoisse. Je leur disais, après il faut assumer, mais je leur disais, mais comment est-ce que vous réussissez à faire une crise d'angoisse? Je leur disais, super, moi j'arrive pas à faire des crises d'angoisse, donnez-moi vos astuces. Et je l'ai déjà fait plein de fois. Et en fait, évidemment, tu ne peux pas le faire comme ça d'entrée de jeu, mais s'il y a un rapport de confiance qui est établi, si la personne voit que tu n'es pas là pour la juger, que tu es en écoute, que tu es dans la curiosité, et qu'avec un peu de bol, tu as aidé plein de ses potes, je veux dire, une question comme ça, c'est hyper bizarre, et en fait, ça crée tout de suite une forme, on va dire, de dissociation finalement, de la personne par rapport à son problème. C'est ça. D'un coup, c'est plus elle qui a un problème, mais qui arrive à se dissocier rapidement pour t'expliquer des techniques qui font qu'elle arrive à avoir des crises d'angoisse. C'est vrai que c'est un processus qui est ultra pertinent, je trouve, parce que quand on a une problématique où on a l'impression qu'elle fait partie de soi-même, quelque part, on dit « je suis angoissé », je suis quelqu'un de très, très anxieux, très angoissé. Effectivement, cette question qui permet de détacher, comme tu l'as dit, de dissocier la personne de son problème, poum, tout de suite, ça met de la distance entre les deux, et là, elle prend conscience qu'il y a un processus qui se passe en elle et qui l'amène à cet état, quoi. Exactement. Et c'est là qu'inconsciemment, justement, elle commence à faire la distinction. Allez, 4e technique pour vous. En fait, c'est là où elle commence à faire la distinction. Et c'est pour ça que la PNL est importante. Je reprends, elle, pour linguistique. En écoutant les phrases et comment les personnes racontent leurs problèmes, tu peux savoir s'ils se le calquent sur le front, en mode identitaire. Il y a très longtemps, allez, il y a entre 8 et 10 ans, j'avais donné des cours de mathématiques, donc à une jeune fille qui avait entre 14 ans à tout casser. Et en fait, elle me disait « je suis nulle en maths ». Et en fait, si tu décortiques cette simple phrase, « suis », c'est le verbe « être ». C'est ça. Et donc en fait, c'est comme si elle se calquait un post-it et elle s'auto-identifiait, donc c'est-à-dire elle se prend vraiment son intégralité comme, on va dire, une nullité en maths. Et moi, très souvent, je leur disais « d'accord, j'entends, tu as eu des mauvais résultats en maths ». Et là, c'est le verbe « avoir ». C'est ça. Et en fait, ça a l'air de rien, donc astuce pour vous, les coachs, faire la distinction entre le verbe « être » et le verbe « avoir ». Le verbe « être », il va unifier la personne, donc en fait, c'est un grand tout, alors que « avoir », c'est la personne qui a. C'est ça. Avoir, c'est comme si tu dis « j'ai un téléphone », ce téléphone, tu peux l'attraper dans ta main. Mais quand tu l'as dans ta main, ce téléphone, il ne fait pas partie de toi. C'est ça. C'est entre guillemets ta possession. Tu vois? Donc tu peux posséder un téléphone, une bouteille d'eau, un parapluie, mais tu n'es pas parapluie. C'est ça. Tu n'es pas bouteille d'eau. Mais tu as la capacité de contenir ce truc-là. Donc en fait, c'est presque métaphysique, c'est
Juste, entre guillemets, c'est pour ça que le langage, c'est magique, juste à base du verbe être ou avoir, tu fais cette distinction-là. Alors après, tu peux aussi le faire, moi personnellement, je le fais de manière fourbe. C'est-à-dire, je suis pas, là, ce que je t'explique, je ne leur explique pas. Parce que je veux que ça passe à un niveau inconscient. Complètement. Leur apprendre la distinction entre avoir et être, mais sans leur expliquer, sans leur faire un cours. Bien sûr, et c'est hyper important parce qu'il faut vraiment laisser au subconscient la capacité à faire son travail sans que la personne cherche elle-même à creuser en disant « Ah bah oui, c'est ça qui est en train de se passer ». Non, il faut que ça se passe de manière douce, donc il ne faut pas faire trop de pédagogie, il faut vraiment laisser le temps aux choses de se faire, et souvent, quelque part, on plante une graine qui va être amenée à germer. Complètement. Et si je reprends une fois de plus les mathématiques, donc en fait tu commences à faire une distinction, être, tu le mets de côté, avoir, donc en fait tu as des mauvaises notes en maths. Et après tu reprends un questionnement de type coach on va dire, qu'est-ce qui fait que tu as des mauvaises notes en maths? Tu as. Qu'est-ce qui fait que tu as des mauvaises notes en maths? Ensuite tu vas dans les questions on va dire stimulantes, comment tu pourrais faire pour avoir de meilleures notes? Ensuite tu peux faire préciser, ok une bonne note ce serait combien pour toi? Et en fait, là, tu commences à rajouter de la précision. Donc, technique numéro 5, en fait, tu vas commencer à calquer de la précision parce que le cerveau, il y a un truc qu'il déteste, c'est l'incertitude, c'est le flou, c'est le vague. Et en fait, beaucoup de gens n'atteignent pas leurs objectifs parce qu'ils sont flous. Et en fait, moi, mon job, une partie des jobs, c'est de faire préciser. C'est comme si d'un coup, je leur mettais une image claire et précise, leur dire... Déjà, la construire, la co-construire, c'est ok, c'est ce truc-là que vous voulez. Après, t'embellis un petit peu, tu vires des trucs, tu rajoutes des trucs. Et au bout d'un moment, tu dis ok, c'est ce truc-là. Et là, ils font c'est exactement ça que je veux. Et ça, en fait, tu vires le côté flou, vague, intemporel, qu'on pourrait retrouver dans le modèle SMART, par exemple. Et tu calques quelque chose de précis pour leur apprendre à faire des choses précises. C'est ça. Et en plus, ça leur permet de visualiser quelque part ce vers quoi ils doivent aller. Et on sait que c'est aussi un moteur pour la motivation et que c'est hyper important. Donc on fait une pierre deux coups quelque part avec cette technique. C'est ça. Donc tu reprends, par exemple, de quoi tu aurais besoin pour avoir de meilleures notes en maths? Donc déjà, là tu branches le cerveau sur la solution, en fait, sur le process, les process de solution. Ensuite tu lui dis, au fait, c'est combien une bonne note en maths? Là tu reprécises. Donc par exemple, la personne dit, je sais pas, 15 sur 20. Ok, donc d'un coup, tu branches ton cerveau sur « je veux avoir 15 sur 20 » et ensuite tu vas lui dire de quoi tu as besoin ou qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour réussir à avoir 15 sur 20. Et là, le cerveau, quand tu lui donnes une question, donc un truc avec un point d'interrogation, il mouline jusqu'à trouver la réponse. C'est ça. Donc autre astuce pour vous, pour les coachs, souvenez-vous que, tu vois, un des trucs que j'ai retenu, alors j'ai retenu beaucoup de choses de Richard Bandler, et en fait, il explique que tu as intérêt à te poser de bonnes questions. Et en fait, le problème, c'est que beaucoup de gens se posent de mauvaises questions et se les répètent. C'est ça. Et donc en fait, ton cerveau va mouliner sur un espèce de fumier en fait. Complètement. Mais c'est marrant parce que le cerveau, il a une capacité à s'intéresser et à voir et à cibler ce qui est important pour lui à un instant T. C'est un peu comme quand vous voulez acheter une nouvelle voiture, vous avez sélectionné la voiture dans votre tête et tout à coup vous allez vous rendre compte qu'elle est partout dans les rues. Vous allez, mais je m'étais pas rendu compte avant, mais c'est dingue, il y a des Tesla de partout. Quoi. Je fais pas de la pub, attention. Mais c'est comme ça, et effectivement c'est pareil pour ces problèmes, c'est-à-dire que quand on a un problème à cœur, et ben quelque part on va voir tout ce qui va confirmer ce problème, et tout va être, effectivement, tout va venir confirmer ce problème. Ah oui, bah c'était sûr, c'était ça. Hein. Ouais. Je reprends les wagons des phrases du début. Tu vois, si par exemple la personne, donc on va reprendre la jeune fille qui a 14 ans, là, si elle se dit « Pourquoi est-ce que je suis nul en maths ? Pourquoi est-ce que je suis nul en maths ?» et que c'est un espèce de mantra hypnotisant, en fait, elle va chercher toutes les justifications à pourquoi elle est nulle en maths. Donc déjà, il y a le verbe être, elle est nulle, qu'elle prend pour vrai, qu'elle ne me remet pas en question. Ensuite, il y a cette phrase hypnotisante, pourquoi. Et en fait, son cerveau va aller chercher les justifications. Et après, ça donne des trucs genre, ah mais c'est normal, ma mère elle est nulle en maths, puis sa grand... Et hop, et en fait, on arrive à des justifications sur pourquoi. Alors qu'en fait, toi, en tant que coach, si tu repères et tu dis, et tu changes et tu dis, comment est-ce que tu auras de meilleures notes en maths? Ça y est, tu as une question avec un point d'interrogation. Tu prends le cerveau de la personne, son attention, tu la mets dans une autre direction. Tu vois, c'est comme si tu prenais, la personne a des œillères, tu lui prends sa tête, tu lui fais, tiens, regarde par là. Et en fait, de pourquoi je suis nul en maths, elle est hypnotisée par ça. Pourquoi je suis nul en maths? Pourquoi je suis nul en maths? Tu prends l'attention, tu la mets dans cette direction, tu fais, comment est-ce que je vais avoir 15 sur 20? Quelles sont les actions que je vais mettre en place qui font que je vais avoir 15 sur 20? Et là, tu prends son attention, tu la mets dans une autre direction, tu es toujours sur un questionnement, et le cerveau, il se met à mouliner, et t'inquiète pas que...
C'est ça. Il trouve. Elle était dans le tunnel, elle était face au mur, pas dans le bon sens, et là tu la mets face à la sortie. Tu dis, ah. Et à base juste d'une question. Alors, techniquement, en fait, repérer, verbe avoir, verbe être. Donc déjà, tu switches. Ensuite, une question débile, tu changes la question. Une question orientée, plus de la précision. Et là, tu commences à avoir des ingrédients assez cool, quoi. Effectivement, et pour l'avoir vu à de nombreuses reprises, de permettre à la personne de s'orienter solution, c'est vraiment quelque chose d'hyper important et qui permet de faire quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Et c'est là que c'est même hyper important aussi de laisser infuser, c'est-à-dire de ne pas être force de proposition et de mâcher le travail de la personne, parce que les solutions doivent venir d'elle pour qu'elle puisse les adopter et être convaincue de son processus. Complètement. Voilà, donc faut pas y aller en force et vouloir imposer à la personne les choses. Il faut vraiment que les solutions, et même si en tant qu'accompagnant ça peut nous paraître farfelu à l'instant T, il faut vraiment la laisser infuser et choisir ses propres cibles, quoi. Ouais, tout à fait. Ça pourrait être la 8e technique. C'est parfois, en fait, le coach va avoir du mal à tolérer, par exemple, le silence. Et apprendre à tolérer le silence, quand c'est nécessaire, évidemment, ça peut être hyper intéressant. Je reprends. Donc concrètement, je lui dis, ok, comment est-ce que tu vas faire? Ou qu'est-ce que tu dois faire pour avoir 15 sur 20 en maths? Si à ce moment-là, le coach ne tolère pas le silence, il va avoir... Et ben en fait, il faudrait que tu fasses ça. En fait, il va être force de proposition, il va amener des billes sur le truc, alors qu'en fait, si juste tu regardes la personne et t'attends, elle va mouliner dessus. Et je veux dire, quand bien même si elle ne trouvait pas, de toute façon, à une question comme ça, normalement, c'est une poignée de secondes pour trouver plein de solutions. Mais je veux dire, quand bien même c'est pas le cas, c'est pas grave. Si ça se trouve, tu as bifurqué son attention, elle est hypnotisée par une nouvelle phrase, et si cette phrase-là, cette nouvelle phrase l'hypnotise, c'est parfait, puisque son cerveau va être « Comment est-ce que je vais faire pour être bon en maths? Comment est-ce que je vais faire pour avoir 15 sur 20 ? Comment est-ce que... » Et en fait, c'est cette question qui a remplacé l'autre question qui servait à rien. Et du coup, malgré tout, le changement est fait, puisque ce qu'on cherche, c'est une transformation. Parfois, elle n'est pas visible tout de suite, même souvent, elle n'est pas visible tout de suite. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, il y a eu un recadrage de l'attention et que la personne ressorte avec un état d'esprit qui soit neuf. Complètement. Et même des fois, je rebondis là-dessus, tu as le simple fait de changer la question que tu te poses évite que la personne soit, entre guillemets, dans le tambour des émotions. Par exemple, si elle se redit « Pourquoi est-ce que je suis nul en maths ?» et d'un coup se dit « Oh, mais ma mère m'avait dit que c'est nul en maths, et sa grand-mère, machin. » En fait, là, ça y est, elle rentre dans un espèce de rouleau, là, de rouleau d'émotions. Et en fait, d'un coup, elle devient rouge, du coup, elle a les émotions, du coup, il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a de la nostalgie, il y a tout qui va faire un espèce de truc comme ça. Mais en fait, ça sert à rien pour la finalité qui est d'avoir 15 sur 20 en maths. C'est ça, mais oui. Donc en fait, tu casses le process, tu casses le pattern en redirigeant son attention. Et avec un bon timing, ça a l'air de rien, mais c'est ultra puissant. Complètement, effectivement. Bah merci, en tout cas c'est une interview hyper généreuse parce qu'on voit de quelques clés finalement en tirant la ficelle, mais c'est le principe même de la PNL. Exactement. Et c'est ça qu'on veut transmettre aujourd'hui aussi, au travers de la passion qu'on vit nous aussi. C'est vraiment que la programmation neurolinguistique, c'est un processus qui permet vraiment de décortiquer les choses et avec curiosité, pour reprendre le terme que tu as utilisé, permet vraiment de tirer la pelote relativement loin et de comprendre les mécanismes. Et c'est hyper important d'avoir cette curiosité. Et là-dessus, je te rejoins à 600%. Carrément. Pour les coachs débutants, parfois, il peut y avoir un manque d'assurance. Est-ce qu'il y a des points de vigilance? Je sais, je t'ai entendu en citer un tout à l'heure, sur lequel tu appuies relativement de façon importante pendant tes formations, c'est la partie écologie. Est-ce que toi, tu as d'autres, ou si tu veux repréciser cette partie-là, ou si tu as d'autres points de vigilance sur lesquels il faut être attentif quand on est coach débutant, pour le coup? Ce serait quoi d'après toi? Ou peut-être même expérimenté, parce que ça se trouve, il y a des coachs expérimentés qui font pas attention à cet aspect-là. Donc tu veux que je développe sur la partie écologie? Ouais. Alors écologie, c'est un mot un peu barbare de la PNL. Le principe est simple, c'est veiller à ce qu'il n'y ait pas de danger à atteindre un objectif. Et j'ai bien dit atteindre un objectif. Les gens veulent par exemple se libérer de certaines émotions, avoir plus de confiance en eux, mincir, bref, plein de choses. À partir de là, tu vas leur poser une question, une fois de plus, qui n'est pas commune, c'est de vérifier que si ils atteignent ce qu'ils veulent, tout est OK. Et de base, ça paraît complètement stupide comme question. Tu vois, si quelqu'un te dit « je voudrais avoir confiance en moi », toi, en fait, l'idée, c'est de lui dire « mais si jamais vous avez confiance en vous, est-ce que tout est OK ?» C'est bizarre comme phrase. Complètement. Et en fait, là, on touche à un autre point qui s'appelle donc la systémie. Donc c'est un individu dans un système. Et il y a aussi l'individu qui lui-même est systémique.
Donc en fait, toi, tu es systémique, moi, je suis systémique, et on pourrait creuser, par exemple, moi, par exemple, je peux être en conflit avec moi-même. Par exemple, je peux avoir un conflit de valeurs par rapport à une décision que j'ai envie de prendre. De ne pas être d'accord avec moi. En fait, c'est comme si à l'intérieur de toi, tu avais différentes parties de toi, plein de protocoles qui s'appellent recadrage en 6 points dans la PNL. Et donc, tu as l'individu qui lui-même est un système, et ensuite, tu as l'individu au sein d'un système. Complètement. Et en fait, la notion d'écologie, c'est simplement, entre guillemets, de vérifier que de la personne à elle-même, donc de la personne par rapport à son propre système intérieur, elle est OK pour atteindre l'objectif, et qu'il n'y aurait pas de point noir au tableau, on va dire. Et par rapport à sa famille, son environnement, ses proches, etc., pareil, qu'il n'y ait pas de problème. Donc, exemple très concret, moi, il y a un ami il y a quelques années qui avait monté une boîte, et donc il bossait chez IBM, et à côté de ça, il a monté une boîte. Sauf que moi, je le connaissais déjà d'avant, et je savais qu'il travaillait déjà beaucoup chez IBM. Et je lui dis, mais... donc je commence à prendre la mesure du truc, je lui dis, mais ça te prend combien de temps, en fait, là, de faire ton job plus ta truc? Il me fait, 18 heures par jour. Ça laisse peu de place au sommeil, à des besoins, n'est-ce pas, qui sont relativement importants pour pouvoir tenir dans la durée. Voilà. Autant dire que quand les potes, ils l'appelaient pour aller manger une pizza, bref, tu connais la réponse. Et en fait, donc, le problème à ça, c'est que à court terme, on va dire que ça peut être OK, et encore, hein, mais en fait, dès que tu tires un peu le temps, tu fais ça à moyen terme, il peut y avoir de nombreux problèmes écologiques à ça. De lui à lui-même, épuisement, burn-out, démotivation, stress intense, Complètement. j'en sais rien, il se ronge les ongles. Et par rapport à sa nana, s'il en a une, par rapport à son environnement, sa famille, ses potes, tu vois, si les potes, ça fait 10 fois qu'ils disent vas-y, on se fait un ciné, on se fait une pizza, on se fait un truc, puis ça fait 10 fois que tu dis non, il va y avoir des répercussions. Donc en fait, l'écologie, c'est vérifier, c'est anticiper au maximum les potentiels problèmes qu'il pourrait y avoir à atteindre un objectif. Complètement. Puis c'est vrai que physiologiquement, en plus, le corps a besoin de repos, et c'est hyper important de savoir respecter cette partie-là. Quoi. Voilà, et cette notion-là, ça demande aussi de l'expérience, parce que finalement, le piège, c'est de calquer, on va dire, ton écologie sur l'autre, mais en fait, tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Complètement. C'est-à-dire, là, mon pote là, qui a travaillé 18 heures par jour, peut-être que, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais 50% de la population serait cramée en un mois. Sauf qu'il y en a, ils le tiennent, ça. Et même 1 an, 2 ans, 3 ans. Enfin, tu vois, il y a des machines de guerre. Complètement. Et la capacité, entre guillemets, identifier ces machines de guerre, c'est vraiment pas facile. Mais l'idée, c'est simplement de se référer à l'autre, de pouvoir anticiper potentiellement les problèmes qu'il pourrait y avoir, et de faire quelque chose sur mesure, un costume sur mesure. C'est ça, c'est vraiment du sur-mesure, et effectivement savoir qu'est-ce qui est important pour la personne, de détecter vraiment, enfin tu l'as dit, l'écologie c'est vraiment voir quelles pourraient être les problématiques ou le retrait de certains bénéfices secondaires de quelque chose qu'on a en nous et dont on veut se débarrasser. Quoi. Et effectivement, quand on veut générer le changement, c'est hyper important auparavant de veiller à checker que c'est bien OK dans tous les pans de la vie de la personne, et pas juste dire oui, OK, je vais transformer. Quoi. Et une autre manière, pareil, on pourrait appeler ça aussi, je sais pas si homéostasie, je sais pas si ça te parle. Oh que oui. Voilà. Homéostasie, alors de manière simplifiée, hein, en fait c'est même cellulaire hein, finalement. Complètement. C'est qu'en fait chaque système a besoin de se stabiliser d'une certaine manière. Et en fait l'homéostasie, de ce que j'en ai compris, c'est la capacité à s'auto-réguler. Donc par exemple, tu as chaud, tu vas te mettre à transpirer. En fait, c'est un système homéostasique qui te permet de maintenir un certain niveau et également la survie, puisque au-delà d'une certaine température, les cellules, c'est pas cool, enfin elles meurent même, et dans le froid aussi. Tu vois, qu'est-ce qui fait qu'on se met à grelotter quand on a froid? C'est qu'en fait, le corps, il jauge en permanence, il se dit ok, là c'est froid, danger, et en fait, il met les muscles en action, en friction, qui fait que ça réchauffe. Complètement. De manière homéostasique. Mais en fait, l'homéostasie, elle est à tous les niveaux. Elle est au niveau cellulaire, elle est au niveau de ton système, toi, intérieur, ton propre système intérieur, toi, par rapport à ton environnement. Et en fait, à chaque fois que les gens veulent atteindre des objectifs, il faut avoir la conscience que tu es en train de modifier l'homéostasie. Et ça aussi, c'est hyper particulier parce que tout le monde n'a pas la même capacité Complètement. C'est comme une espèce de, on va dire, de flexibilité mentale, émotionnelle, relationnelle, je ne sais pas comment on pourrait dire, qui fait que chaque personne a des limites à ça. Et la capacité du coach à repérer rapidement ces limites-là, sachant qu'en plus elles peuvent évoluer. Complètement. Et à chaque fois, le système migre vers un autre système qui se restabilise et ainsi de suite. C'est ça. On parle parfois de zone de confort.
Et effectivement, générer un changement peut générer de l'inconfort chez la personne, et cet inconfort, il va être plus ou moins géré de façon différente suivant la flexibilité de la personne, comme tu l'as dit. Il y en a qui sont capables assez facilement de challenger ça, de sortir, d'élargir leur zone de confort, et d'autres pour qui ça va être plus délicat, et là, dans ce cas-là, il va vraiment falloir faire attention à ce qu'il y ait des petits pas qui permettent d'accéder à l'objectif, et non pas, effectivement, le grand écart qui, dans tous les cas, ne sera pas accepté par la personne, puisque automatiquement, l'inconfort sera tellement grand qu'elle va faire machine arrière. C'est souvent bien pour ça, d'ailleurs, que quand on prend les bonnes résolutions au début d'année ou à la rentrée et qu'on dit « Allez, je vais révolutionner, je vais arrêter de manger du sucre, je vais courir 10 fois par semaine et puis je vais faire la séance de muscu », et là, le corps, il va dire non, tout simplement, et l'esprit va dire non, parce que c'est trop abrupt, et mieux vaut se dire et se fixer un objectif par un objectif, et des objectifs plus réguliers pour obtenir la motivation et générer l'engagement. Oui, tout à fait. En fait, dans les résolutions, souvent, ça peut être la prochaine question, hein, pourquoi pas. C'est en fait, les gens veulent passer souvent leur cerveau, il est en mode tout ou rien. Genre, si je caricature, c'est je mange un burger devant Netflix et je fais jamais de sport. Et d'un coup, la résolution du 1er janvier, oui, je vais faire 5 fois du sport par semaine, 3 heures par jour. Et c'est possible. Mais la probabilité que la personne passe de Netflix burger à Vicenne, quinoa, machin, en fait, ça fait un grand écart. C'est ça. Et souvent, les coachs débutants se font avoir par ça. C'est-à-dire, les gens, ils ont de très bonnes résolutions à un instant T. Par contre, il faudra qu'ils arrivent à stabiliser ce truc-là. C'est ça. Et souvent, les coachs débutants se font avoir parce qu'ils acceptent, entre guillemets, des objectifs un peu en mode tout ou rien. C'est-à-dire, Netflix burger, sportif de haut niveau. Et en fait, mieux vaut faire moins que ça. C'est-à-dire, ok, franchement, faites 2 fois du sport par semaine, et tenez ça dans le temps, et après on verra. Mais l'équilibre n'est pas facile à trouver, puisque les clients peuvent gueuler en face. Si, moi je veux faire 5 fois du sport. Sauf que le problème, c'est que très souvent, c'est ce qui va leur faire arrêter. C'est que comme ils ont mis la barre trop haut, ils n'arrivent pas à le tenir dans le temps. Du coup, comme ils ne le tiennent pas dans le temps, au lieu de se dire, en fait, mes objectifs étaient trop ambitieux, ils vont se dire, je suis une merde. Je suis pas capable, je suis fait pour le Netflix burger. Exactement. Et je suis pas un sportif de haut niveau. Oui, j'avais rencontré quelqu'un comme ça qui m'avait expliqué il avait autour de 40 ans. Et en fait je l'emmenais parce qu'il n'avait pas le permis. Et je lui avais dit, mais t'as pas le permis et tout? Il fait, non, j'ai pas le permis, c'est pas fait pour moi. Je lui dis, c'est pas fait pour toi, comment ça? Il me dit, bah oui, je l'ai passé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, je l'ai raté, bon, bah c'est pas fait pour moi, quoi. Tu vois? Effectivement, on en arrive à des conclusions, mais certainement que le petit discours, ou ce qu'il voit, ou ce qu'il ressent quand il passe son permis, ou ce qu'il doit le passer, n'est pas très engageant et ne l'accompagne pas au mieux, quoi. Voilà, donc après, si tu veux des astuces sur les changements, je peux t'en donner, j'en sais rien, Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, astuces sur les changements. Alors, globalement, il y a plusieurs manières de changer. La première manière, c'est de réaliser, tu parlais de petits pas, un petit pas de plus supplémentaire. Et à chaque fois de fonctionner par incrémentation. Comme des paliers. Comme des paliers, mais vraiment des tout petits paliers. Je te donne un exemple très concret. Il y a une dizaine d'années, j'ai fait une des plus grosses erreurs de ma vie, j'avais arrêté le sport. Donc pendant 2 ans, j'ai pas fait de sport. C'est une période où je travaillais à Paris. Et je crois que c'est la période où j'ai un peu craqué sur le sport. Donc j'avais arrêté. Et en fait, à un moment donné, prenant conscience de ça, je m'étais dit, ok, là, il faut arrêter. Je m'y remets. Et j'avais commencé à faire des pompes. Et j'avais commencé à faire, je crois que c'était 15 pompes. 10 ou 15 pompes. La semaine d'après, l'objectif c'était 1 pompe de plus. Donc de 15 pompes, je suis passé à 16 pompes la semaine d'après. On va dire le mercredi pour simplifier. Le mercredi d'après, j'ai fait 17 pompes. Et en fait, ce truc-là, la plupart des gens vont se dire « Ouais, mais c'est débile, ça sert à rien. » Et parce que justement, le cerveau, il a besoin un peu d'émotion. Mais en fait, si tu appliques cette technique et que tu la maintiens dans le temps, tu peux arriver à des changements qui sont incroyables sans avoir l'air d'avoir forcé. Il faut juste que tu tiennes la distance. Et si tu arrives à faire ça, moi, par exemple, c'est une des, entre guillemets, des techniques. Alors j'ai aussi fait des trucs un peu trash où je tape dedans et tout, mais j'ai beaucoup, moi je suis un grand adepte de cette technique. Donc tu prends un truc, tu fais une incrémentation de 1 unité, et tu continues, et tu continues, et tu continues, et tu continues. Et en fait, en faisant ça, tu fais des changements de dingue, parce que ton corps de 15 pompes à 16 pompes, il ne fait pas la différence. Complètement. De 16 pompes à 17 pompes, il ne fait pas la différence.
et ainsi de suite. Et en fait, j'avais maintenu ça peut-être 1 an ou 1 an et demi, je sais plus. Et après, j'avais réussi mon record, c'était genre 70 pompes. Sauf que là, je te prends n'importe qui dans la rue, je te dis vas-y fais 70 pompes. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui arrivent à faire 70 pompes, tu vois. Et pourtant, moi c'était genre normal. Complètement. Et c'est plus tu avances dans le temps, au bout d'un moment tu te retournes et tu vois le cumul des choses et là tu fais oh oh. Et ça c'est une technique trop peu utilisée par les gens, je trouve. C'est un peu comme quand tu économises quelque part. C'est Tu as exactement ça. l'impression que c'est pas grand-chose, mais finalement, pièce par pièce, au bout d'un moment, il y a un tas qui est assez conséquent. C'est ça. Donc pour les gens qui n'arrivent pas à faire d'économie, prenez vraiment juste une... Alors pour les flambeurs, prenez une toute petite somme. Vraiment une somme où vous dites, ce truc-là est dérisoire. Tu vois, j'en sais rien, on va dire, allez, 50 € par mois peut-être. Tu dis, ok, je mets 50 € par mois. Alors soit tu mets un pot et tu mets tes 50 € dedans. Et en fait, ou tu caches pour pas voir ce qu'il y a dedans. Et en fait, tous les mois, tac, 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 au début de mois, dès que tu as ta paye, tu mets ça. Et en fait, au bout d'un moment, bah, tu ouvres le pot ou le cochon, tu regardes dedans et ça fait plaisir. Ah bah ça c'est sûr, après ça permet de faire des choses qui jusque-là on n'arrivait pas à les faire. Hein. Effectivement, un petit voyage, un resto sympa, un week-end très chaleureux. Exactement. Des activités, s'acheter la montre dont on avait envie et dont on rêvait depuis tant de temps. C'est ça. Effectivement, c'est important de savoir faire cette méthode des petits pas. Ouais. Et là où je te rejoins, effectivement, c'est que même si le corps, pour lui, il fait pas la différence, comme tu disais, entre une pompe de plus toutes les semaines, pour les autres, ça peut paraître ridicule, mais l'esprit, lui, ce sont des victoires. En plus, ce sont des victoires rapides. Et lui, il engrange la réussite. Et mieux vaut, quelque part, engranger des petites réussites. Pour la motivation, c'est hyper important pour la durée, pour pérenniser les efforts, plutôt que d'être face à un échec cuisant de « je suis épuisé, je n'arrive plus à faire parce que j'ai décidé de doubler, je suis passé de 15 à 30, c'était facile pour moi. Finalement, j'ai réussi le premier jour, mais le deuxième, je suis cuit, j'arrive à peine à 15. Et là, ça va être terriblement cuisant, on va dire maintenant, je suis pas fait pour ça. Et mieux vaut effectivement des petits efforts qui amènent à des victoires, pour l'esprit, des victoires rapides en plus, et, que des échecs cuisants. Et je rebondis là-dessus parce que, alors je sais plus d'où j'ai vu ça, mais apparemment, justement, d'entraîner ton cerveau à voir, comme tu l'as dit, des petites victoires, c'est hyper puissant. Parce qu'en fait, ça rebranche. Par exemple, pour des personnes qui ont peu d'estime d'eux ou pas de confiance en eux, en fait, de les rebrancher sur des petites victoires, ils vont d'un coup voir que, en fait, si, ils sont capables, qu'en fait, si, et en fait, ce truc-là est très puissant. C'est pour ça que, des fois, on avait vu les prescriptions de tâches, donc donner des petits devoirs à la maison. Des fois, faites-le sur des petites choses que les personnes peuvent quasiment que réussir. Et en fait, ça va les reconnecter à leur pouvoir de oui c'est possible, en fait j'y arrive, et aussi de commencer à effriter ou casser des croyances qui sont stupides. Complètement. Ne pas demander la lune aux autres, mais ne pas se demander la lune à soi-même. Et effectivement, y aller, certains disent « tu vas petit bras », peu importe. C'est ça. C'est petits bras, mais petits bras longs. Attention, c'est ça. Un petit bras qui, petit à petit, va s'allonger, 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 et au bout d'un moment, un petit bras devient gros bras. Et effectivement, c'est hyper important. Et tu as ça, et après pour les plus cow-boys, tu peux aussi avoir, alors soit chez ton client, soit pour ceux qui veulent progresser, faire des trucs un peu plus, on va dire, émotionnels, tu vois. Alors j'aurais plein d'exemples. Moi, je sais plus, je crois que c'est 2015 ou 2016, je reçois un mail de GEM, donc Grenoble École Management, donc une très belle école, et en fait là-dedans ils disent, voilà, on vous invite pour un TEDx, une conférence et tout. Et en fait je vois ça, et à ce moment-là, j'ai super peur et je suis super excité en même temps. Donc si jamais vous repérez ça chez vous, souvent c'est quelque chose qui vous dit ok fais-le finalement. Et donc en fait je me suis dit oulala, sauf qu'en fait j'étais introverti, parler en public j'avais jamais fait ça. Tu vois là je fais beaucoup de formations donc maintenant ça a l'air simple mais ça ne l'était pas au départ. J'étais introverti, j'avais peur, qu'est-ce que les gens ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser et tout. Et en fait très rapidement je me suis engagé et j'ai dit oui. Parce que une fois que tu es engagé, tu n'as pas envie de passer pour un blaireau, donc tu fais le truc. Et donc là, en fait, je me suis dit, je vais vite répondre oui, parce qu'après, c'est sûr que je ne vais pas leur redire, alors en fait, c'est ça. Je suis une lavette, donc non. Donc en fait, parfois, ça peut être une technique pour vous ou pour vos clients, en fait, les engager dans quelque chose fait qu'ils trouveront comment faire. Donc ça, c'est un espèce de hack aussi, c'est d'abord tu dis oui, tu vois, il y a même des fois, les gens vont te demander une mission, genre, est-ce que vous êtes capable de faire ça? Tu dis oui. Oui. Comme dans le film La vérité si je mens, tu sais, à un moment donné, ils sous-traitent avec... Oui. Ils sous-traitent à des Chinois. Ouais, c'est bon, mais vous savez faire. Oui. Mais après, tu vois, c'est malin. Après, ils cherchent comment réussir à le faire. Donc, tu as ça aussi. Et j'avais dit oui tout de suite. Et là, pour le coup, non seulement c'était filmé, c'était devant, je crois que c'était 150 personnes.
filmer, donc c'est quand même un baptême du feu pour quelqu'un qui est introverti. Et en fait, vous pouvez aussi faire des actions comme ça. Alors, des actions pas dangereuses, tu vois, il n'y a pas de danger, à part passer pour un blaireau, il n'y a pas de danger, mais qui émotionnellement sont fortes. Et ça peut être intéressant aussi, une fois de temps en temps, alors ça dépend des profils, hein, mais de tenter ce genre de truc. Complètement. Puis je pense que pour tous ceux qui ont tenté l'aventure TEDx, je pense que les gens qui sont dans la salle, dans tous les cas, tu passes pas pour un blaireau en plus, puisque de toute façon, ce sont des gens qui comprennent le processus et qui savent pourquoi les gens sont là. C'est souvent pour se surpasser, pour justement aller au-dessus d'un nouveau palier et se dire, allez, je me challenge. challenge. De le faire, en fait. Et en plus, c'est exactement ça. Et en plus, je vais parler de quelque chose qui me tient à cœur, et puisque c'est le principe du TEDx hein, quand même. Et effectivement, c'est challengeant et ça amène à des vraies modifications, des vrais changements. Et en fait, voilà, et en fait, donc, ce genre de choses-là, c'est déjà, quand on le fait, enfin, moi je l'ai fait sur plein de trucs, en fait, au bout d'un moment, déjà, ça repousse nos propres limites. On se disait, ça c'est pas possible, ça c'est pour moi. Et en fait, ça repousse. Et déjà, cette sensation-là, elle est dingue. Ensuite, c'est aussi une sensation, on va dire, d'accomplissement, même sur des petits trucs, tu vois. Ensuite, il y a des cadeaux cachés. Tu vois, là, par exemple, les cadeaux cachés, il y en a eu plein sur cette conférence, mais en fait, j'ai ressenti une sensation que je n'avais jamais ressentie, qui est kiffer sur scène. Ouais. En fait, au départ, je me disais, mais pourquoi les comédiens, ils font ça? Tu vois, ils me disent, ils sont un peu cons, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, je sais plus, au milieu du truc, j'ai ressenti un truc, j'ai fait... Et là, mon cerveau, il a fait, ok, c'est bon. Là, j'ai compris. Tu vois, t'appropries la scène, complètement. Jouer, le machin. Et ce truc-là, cette sensation, je l'avais jamais ressentie avant. Donc en fait, déjà, ça m'a permis de comprendre ça. Ensuite, autre cadeau, après, il y avait... donc dès que tout le monde était passé, il y avait une salle avec des petits fours à boire et tout. Et là, il y a plein de gens qui sont venus me voir, qui m'ont dit « Waouh, c'est trop cool !» Et en fait, j'avais pas anticipé tout ça. Que les gens soient aussi, je sais pas, chaleureux, qui disent « Waouh, c'est génial ce que vous faites et tout. » Donc il y a ça, autre cadeau. Et après, comme c'était filmé, à l'époque, j'avais mis ça sur mon site internet. Et en fait, il y a plein de gens qui m'avaient choisi moi comme thérapeute parce que j'avais fait un TEDx. Et soit ils se sont dit, bah ok, lui je vois sa tête donc ça me rassure. Et en fait ça c'était encore un cadeau caché. C'est finalement, les gens vont te voir toi plutôt qu'un autre parce que toi tu as publié un truc. Parce que toi tu l'as fait. Parce que toi tu l'as fait. Et qu'ils voient ta tête et qu'ils sont rassurés. Et ça aussi c'est encore un cadeau caché parce que je l'avais pas fait pour ça à l'époque vraiment. Complètement. Et voilà. Il y a un gage de sérieux derrière, de dire une personne qui aussi s'applique à lui-même quelque part, les prescriptions qu'il va pouvoir me donner, et ça c'est hyper important. Ouais. Et même un cran plus loin, toujours par rapport à ça, je reboucle avec ta question du tout début, c'est en fait est-ce qu'il faut incarner le changement et tout. En fait, quand tu vas donner des instructions, ou quand tu vas donner des suggestions, ou quand tu vas interagir avec ton client, en fait, il le sent que toi tu as fait ça. Tu vois, si à la fin tu lui donnes une prescription de tâches, si toi t'en as fait plein avant, il va le sentir que t'es pas en train de bluffer. Tu vois. Et c'est ce qui va faire la différence entre, par exemple, si un débutant qui n'a pas fait de ce truc, on dirait assez fou, et par exemple moi, c'est que quand tu vas lui dire, tu vas le regarder comme ça, tu vas attendre, et le mec il sait que t'es pas en train de bluffer. Tu vois. Et là on est presque au-delà de la technique, c'est pas vraiment une technique, mais c'est plus vous faites des choses un peu, plus vous vous dépassez, plus en face elle va le sentir, et quand tu vas donner l'instruction, ça va agir différemment. Complètement, effectivement. On sent au départ la résistance et la surprise de la personne quand on lui donne l'instruction. Vraiment le mouvement de recul et là l'observation en disant mais qu'est-ce qu'il me dit? Et effectivement d'avoir la certitude en face que le changement, déjà rien qu'à la réaction de la personne est déjà en train d'opérer. Effectivement, Tu vois, il y avait une jeune fille comme ça, à la fin d'une séance, elle m'avait presque reproché que la séance n'était pas assez forte émotionnellement. Et là, je me suis dit, ok, on va élever un petit peu le truc. Je sais pas si je t'avais raconté ça. Si c'est un besoin, c'est parti. Tu t'avais raconté ça? Non. Et donc, du coup, je lui ai dit, ok, qu'est-ce que vous faites samedi prochain? Elle me dit, je sais pas, pourquoi? Je lui dis, vous allez aller place Bellecour, donc pour Palais-Lille, c'est une grande place lyonnaise, et vous allez avoir une pancarte Free Hugs. Et donc, en fait, toutes les personnes qui vont vous faire un câlin, vous ferez un câlin. Tu vois, c'est quand même, faut le faire, tu vois. Sauf que comme moi, j'ai fait des prescriptions un peu dingues, entre guillemets, quand je lui ai dit ça, elle a senti que je ne le fais pas. Et voilà, et après elle l'a fait. C'est énorme. Tu vois, moi par exemple, ça, je ne sais plus si je vous ai raconté, moi une fois je m'étais donné une auto-prescription, et en fait j'ai fait une soirée tout seul. J'ai fait une soirée tout seul à Paris, je me suis ambiancé tout seul, je suis allé dans les bars tout seul, je suis allé en boîte de nuit tout seul,
je suis allé faire dans la file d'attente le videur qui arrive et qui fait « Bonjour, vous êtes combien ?» Je suis un. Tu vois? Je suis un, mais on est plusieurs. On est plein. Donc, je suis une bande de jeunes à moi tout seul, comme disait Renaud. Et en fait, tu vois, donc en fait, le free hugs, alors j'ai pas fait de free hugs, mais je pense que ça se vaut largement, quoi. Ah, ça certainement. Hein. Ouais. Pour s'ouvrir de toute façon et oser à la rencontre de l'autre et autres, ce sont des prescriptions effectivement qui sont purement importantes. Quoi. Disons oser que s'ouvrir à l'autre. C'est ça. Pour les gens qui sont timides, introvertis, c'est un baptême du feu incroyable. Mais une fois que tu l'as fait, tu ressors, t'es plus le même en fait. Ouais, complètement. Parce que tu sais que tu es capable, ou alors tu t'es crotté, mais c'est pas grave. En fait, tu vas en déduire quelque chose, tu vas améliorer quelque chose. Mais si tu réussis à faire par exemple une soirée tout seul, tu peux pas te planquer, quoi. Tu es obligé d'aller parler aux gens. Enfin, tu vois, tu vas pas te traîner dans un coin avec ta bière. Tu vas parler avec des gens, tu vois. Effectivement. Mais les prescriptions, c'est vraiment quelque chose qui est assez important et qui permet de se challenger et de sortir de l'habitude, de ressentir l'inconfort. Complètement. Vraiment. Complètement. Et de le dépasser pour le traverser et savoir que quand on le traverse, des fois, il y a des bonnes surprises, des cadeaux cachés. Effectivement. C'est le but. Quel conseil tu donnerais, toi, avec l'expérience que tu as en tant que formateur, à des coachs qui souhaiteraient suivre une formation en programmation neurolinguistique? Quel conseil tu pourrais donner pour maximiser, quelque part, l'apprentissage ou maximiser les chances de réussite suite à cette formation? Alors, les réussites de quoi? Professionnelles, personnelles. Pour vraiment retenir le plus de choses, je sais que les formations sont construites d'une certaine manière, mais pour cette formation, toi, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui suivraient la formation PNL pour qu'ils mettent en pratique derrière, quoi? Et bien justement, le premier conseil, c'est, tu viens de le dire, c'est mettre en pratique. Je me suis fait avoir, étant jeune, il faut mettre en pratique. La PNL n'est pas une discipline mentale, c'est une discipline qui se passe dans la matière. Donc ça, c'est vraiment un des conseils ultimes, c'est pratiquer. Au moins sur vous, sur les gens, alors de manière sécurisée évidemment, mais pratiquer. Et si vous avez le choix entre lire un livre et pratiquer, il n'y a pas de débat, tu pratiques direct. C'est-à-dire, beaucoup de gens me disent « Oui, mais Gilles, il faut lire quoi et tout ?» Alors je donne parfois 2-3 trucs à lire, mais est-ce que lire c'est important? Oui, parce que tu vas, on va dire, recueillir des informations, mais entre lire 10 livres et pratiquer 10 heures, tu pratiques 10 heures. Ça, c'est le tout premier conseil, il n'y a pas photo. Exactement. C'est vraiment, d'ailleurs, quand je lis des bouquins, bien souvent dans le domaine du développement personnel, ce que j'aime bien faire, c'est lire une première fois d'une traite. D'ailleurs, j'aime bien les avaler, ces livres-là, et derrière les reprendre et choisir à travers ce livre un point ou 2 points particuliers que je vais mettre en pratique, et tac, et je reprends, je note, je prends des notes, et je dis ça, je fais, j'essaye, comment ça marche, allez, hop, et là, je lance. Alors, c'est très bien, je pense que la V2 de ça, c'est carrément en cours de route, tu notes. Ouais. Non, tu fais. Tu fais, direct. Ouais, pas tu étape notes, par fais. étape. Ouais. En fait, alors évidemment, lire un bouquin, l'avantage, je fais l'avocat du diable, l'avantage de lire un bouquin d'une traite, c'est que ton cerveau va faire les connexions rapides. Tu vois, lire une page, puis une autre 3 mois après, ça sert à rien. Donc ton cerveau, il a besoin aussi d'intensité pour faire rapidement les connexions. Mais, moi, je te conseille carrément de prendre un outil et l'appliquer plein de fois. Ouais, Ensuite, direct. Ensuite, tu prends un deuxième outil, tu l'appliques plein de fois. Parce que sinon, tu vas passer à côté d'outils. Et même des outils basiques. Si on reprend les bases, par exemple la synchronisation, moi, je refais encore des boucles pour retravailler à ma manière la synchronisation. L'écoute active, c'est pas « ça y est, je sais faire l'écoute active ». C'est un processus qui est infini, en fait. Et moi, à chaque formation, mais vraiment, à chaque formation, en observant, en écoutant, en ressentant, je me dis « tiens, hop », et je reprends encore des éléments, et j'actualise mes programmes. Donc en fait, même sur des choses, le VACOG, là, la dernière formation que j'ai fait il n'y a pas 2 semaines, j'ai encore appris des trucs sur le VACOG. C'est infini ce truc-là. Donc en fait, il faut juste cibler les outils qui sont le plus importants à un instant T, le pratiquer, puisque de toute façon, ton inconscient, il travaille, il fait les connexions que par la pratique. Tu vois, je ne sais pas si tu avais vu cette vidéo où il y a une dame, c'est assez triste, je crois qu'une dame atteinte d'Alzheimer ou quelque chose comme ça, qui a genre 90 ans ou 95, et en fait, on lui remet une musique et elle se remet à faire la choré qu'elle faisait. Je n'ai pas vu cette vidéo, mais j'en ai entendu parler des pouvoirs effectivement de la musique sur la mémorisation et sur la capacité à reproduire des choses. Ça veut bien dire qu'il y a eu des connexions corporelles d'apprentissage.
C'est ça. Et donc en fait, moi, dans ma pédagogie, tu vois, toi tu as fait mes formations, mais dans ma pédagogie, je me sers de support pédagogique avec des schémas, donc quelque chose qui est visuel. Ensuite, je raconte des histoires. Donc là, je tape à un niveau auditif. Complètement. En racontant une histoire, évidemment, je raconte en illustrant, en mettant des sens, des détails sensoriels. Ensuite, je fais faire, kinesthésique. Ensuite, je donne un feedback pour réactualiser, dire ok, ça c'était bien, ça tu peux mieux faire. Et en fait, c'est ça la boucle. C'est prendre un outil, l'appliquer, se faire superviser dans l'idéal et continuer, quoi. En plus, ce qui est énorme, c'est que ce sont des histoires vraies. Tout à fait. C'est important. Oui. Et moi, j'ai appris quelque chose d'ailleurs au travers de tes formations, dans la manière dont elles sont construites. Je me rappelle la première question que tu avais posée à la première formation que j'avais fait avec toi. Tu avais demandé à l'Assemblée s'il y en a qui pensaient avoir des problèmes de mémoire, qui avaient des problèmes à mémoriser. Je leur ai dit, vous allez découvrir que finalement, non. Et avec beaucoup d'assurance en plus. Et je me suis dit, tiens, c'est incroyable. Et au début de la formation, je commençais à prendre des notes. Systématiquement, j'avais mon calepin, comme je fais toujours, puisque habituellement, quand je suis dans une assemblée, une réunion ou une formation, je prends des notes. Et finalement, je me rends compte qu'en prenant les notes, je me déconnecte quelque part de l'écoute. Et j'ai essayé, à un moment où tu l'as proposé, j'ai challengé, je me suis dit, allez, je vais essayer de plus prendre de notes. Et juste d'être attentif pleinement, et d'essayer de reformuler quelque part tout ce que tu disais, tout ce que tu proposais dans mon propre système. Et finalement, c'est incroyable la faculté qu'on a à mémoriser, à retenir les choses. Et derrière, quand on passe à la mise en pratique, on a tous les éléments. On n'a pas la moitié sur le papier et la moitié ailleurs. C'est tout là et clac. En fait, ça fait partie des croyances que moi-même j'avais. En fait, l'école te conditionne. Alors, elle te conditionne pour de bonnes choses et pour de très mauvaises choses. Et parmi les conditionnements, je pense, qui sont dévastateurs pour ceux qui veulent apprendre, c'est de croire qu'il faut... moi, par exemple, j'ai jamais réussi à être attentif et prendre des notes. C'est-à-dire, mon cerveau, il n'est pas câblé pour écouter pleinement quelque chose et prendre des notes. Et j'étais toujours en admiration devant les gens qui y arrivaient. Je me dis, mais comment ils arrivent à prendre des notes en même temps? Parce que moi, le temps que j'écris, tu vois, je manque des morceaux. Et en fait, l'école conditionne beaucoup sur prendre des notes, c'est bien, prendre des notes, c'est comme ça qu'on apprend. Mais en fait, c'est pas du tout la seule manière d'apprendre. Une fois de plus, pour moi, la vraie manière d'apprendre, c'est faire. Faire, refaire, itérer, refaire. Il n'y a que ça en fait. Et ensuite, dans ton système, tu as le système visuel, tu as le système auditif et kinesthésique. Et en fait, l'idée, c'est que plus tu es branché sur le maximum de sens possible, plus c'est facile pour ton cerveau d'enregistrer. Donc moi, mon système, alors j'ai copié et modélisé plein de gens qui font ça. Mon système, c'est j'invite les stagiaires à ne pas prendre de notes. Évidemment, je laisse la porte ouverte pour dire ceux qui veulent prendre des notes, vous pouvez. Cependant, en fait, il y a un support de cours. Donc s'il y a un support de cours, ça ne sert à rien de prendre des notes puisque tu as déjà des notes qui sont dedans. Complètement. Ensuite, maintenant, avec la technologie, tu as des vidéos YouTube. Bref, la matière, elle est là. Et en fait, il vaut mieux être concentré à un instant T. Et ensuite, moi, dans ma pédagogie, je raconte des histoires, je mets des détails sensoriels, je raconte des vraies séances avec des clients. Et en fait, ça fait que les gens enregistrent. Parce que quand tu vas dans le process de mémorisation que j'ai étudié Tony Buzan, j'ai étudié Paul Clément Jagot, j'ai étudié plein de trucs. Et j'ai fait aussi plein de tests, on va pas en parler là parce que c'est trop long, tests de mémorisation avec des cartes, j'avais testé plein de trucs. Et en fait, c'est prouvé, les gens, dès que tu les branches à une histoire, une anecdote, le cerveau, il switch. Il switch en mode, déjà les ondes cérébrales sont différentes, ils sont un peu, on va dire, hypnotisés, et en fait ils retiennent mieux à ce moment-là. Donc en fait la rétention d'informations, elle se fait par les histoires que tu racontes. C'est pour ça que je raconte des histoires, c'est pour ça que je raconte des anecdotes, et que je fais quelque chose de dynamique. Et tout ça je l'insuffle, qui fait que les gens en fait, ils collent l'information dans leur cerveau. Et ce qui est vrai en formation, l'histoire, la métaphore, l'accompagnement, le message indirect quelque part, c'est aussi une méthode très très forte et très puissante pour les coachings. Effectivement, pour aborder des notions parallèles avec les personnes, leur faire comprendre un message, effectivement, la métaphore ou l'histoire sont des éléments très très puissants. Ouais. Et enfin, pour boucler, par la pratique, tu vois, si on reprend le concept, tout à l'heure on parlait d'écologie, d'homéostasie. Le moment où tu passes sujet en formation, que tu donnes un vrai objectif sur la table, et d'un coup tu sens que, oulala, mais là en fait je me sens pas bien, je me sens en danger, ce truc-là,
c'est là où tu vas enregistrer la vraie notion d'écologie. C'est pas en train de lire la page 232 d'un bouquin en mode « Oh oui, l'écologie ». Mais en fait, à ce moment-là, tu le comprends, mais sans le comprendre. Au moment où tu es confronté à cette sensation qui dit « Mais là, en fait, là, ça va trop vite », ou « Ouh là là, mais ça met en danger ça, ça, ça », là, t'inquiète pas que ton cerveau, il le retient. C'est ça. Tu vois ? Complètement. Et là, je te rejoins pleinement. Effectivement, on peut ressentir d'ailleurs en formation, au moment où on passe à la pratique, quelque part, l'inconfort de se dire « Ah, mais je sais pas si je vais y arriver ». Mais c'est justement le processus qui est voulu. Et si vous êtes là en formation, c'est pour ça. C'est pour apprendre, c'est pour faire. Et là où je te rejoins et où je prends conscience et où la V2, elle s'est transformée d'ailleurs dans ma tête, par rapport à la lecture et mise en pratique, c'est qu'effectivement, la force, c'est que à chaque fois qu'on voit une notion dans la formation, dans la foulée, on passe à la mise en pratique, par groupe, où tu supervises, où tu vérifies effectivement que tout se passe correctement, où tu peux accompagner et où les gens vont se challenger en étant à la fois accompagnants, accompagnés ou alors témoins. Et ça, je trouve cette pratique ultra puissante, ce trio-là, je le trouve assez génial, parce que d'une, il permet de travailler sur soi, sur ses problématiques au fur et à mesure. On est là, on travaille sur soi. Et de deux, ça permet vraiment de se tester et de savoir avec quel outil on va être à l'aise ou pas. Quel outil il va falloir qu'on creuse un peu plus, ou d'autres avec lesquels on dit carrément, bah non, ça me plaît pas du tout, et essayer de comprendre pourquoi. Et voilà. Et c'est assez intéressant, et les formations, je trouve qu'elles sont super bien faites pour ça. Bah, merci. Good job. Thank you. Voilà. Donc voilà pour les questions que je souhaitais te poser. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose en cette fin d'interview, écoute, un message particulier à l'attention des coachs, des accompagnants? Ouais, faites-vous plaisir. Une notion aussi qui est sous-évaluée dans le système d'apprentissage, c'est se faire plaisir. Ouais. Apprendre en rigolant, c'est aussi quelque chose que moi, tu vois, j'essaie de mettre de l'humour, de raconter des trucs drôles et tout. Parce qu'en fait, pareil, dans les systèmes de mémorisation, plus tu t'amuses, plus tu retiens, en fait. Et il y a tout un système où on nous a pris avec un système autoritaire et machin, et il faut que... Tout. Mais en fait, quand tu t'amuses, tout devient plus facile. Moi, j'avais appris comme ça l'anglais. Alors, je savais parler anglais, mais à un moment donné, j'avais switché ma manière d'apprendre l'anglais avec des séries. Je regardais South Park en anglais, je regardais des séries en anglais, Game of Thrones en anglais. Et en fait, et des chansons de rap aussi. J'écoutais Tupac, 50 Cent, Snoop Dogg, machin, avec les paroles. Ouais. Et en fait, mon niveau, le moment où vraiment je suis passé de très moyen à presque, pas bilingue, mais on va dire fluent, c'est Tupac, c'est 50 Cent. Donc en fait, apprenez vraiment en vous amusant, quoi. Ouais, c'est le kiff, effectivement. Ça permet en plus d'avoir l'énergie du faire, parce que quand tu adores ce que tu fais, bah, tu sais que tu es plus motivé, que tu as plus d'énergie pour faire les choses, et que tu es même prêt parfois à travailler jusqu'à 18 heures par jour, parce que tu kiffes ce que tu fais, quoi. Exactement. Donc prenez, voilà, si vous voulez apprendre la PNL ou n'importe quoi d'autre, faites-le de manière la plus ludique, la plus drôle possible, et vous verrez que votre niveau va augmenter beaucoup plus facilement. Ouais, complètement. Puis alors là, j'avoue que pour l'avoir expérimenté, on est en plein dedans. C'était un vrai plaisir. Partagé. Ouais. Voilà, donc vous pouvez abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettez des likes, vous pouvez commenter aussi. Si vous avez des suggestions de vidéos, des questions ou quoi, pareil, vous mettez ça dans les commentaires. Et puis voilà, site internet pour voir les dates, les ateliers, les séminaires, tout ce que vous voulez, c'est gilesgarnier.com dans la description. Voilà, prenez soin de vous. Ciao. Bisous.